J'ai entendu ma mère dire à ma sœur, « Ta sœur ? Elle ne vaut rien, elle est finie. » Mon père n'a rien dit. Cette nuit-là, j'ai planifié ma revanche. Mais ce qu'il ignorait, c'était... J'ai entendu ma propre mère, la femme qui m'a mise au monde, dire à ma sœur que je ne valais pas un sou. Que j'étais finie. J'ai vu mon père, silencieux, acquiescé par son inaction. Cette nuit-là, au milieu du luxe et des faux-semblants de la maison de mon enfance, j'ai compris que l'amour ne se mesurait pas en lien de sang, mais en chiffres sur un relevé de compte. Et j'ai décidé de préparer l'audit final de notre famille, une vengeance financière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la fille qu'ils avaient toujours sous-estimée était aussi celle qui tenait tous les registres. Avant de plonger dans les détails de cette nuit qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce Noël fatidique. La maison de mes parents, un magnifique domaine viticole près de Saint-Émilion, sentait le pain d'épices et le feu de cheminée. Une chaleur trompeuse, un décor parfait pour une pièce de théâtre dont j'ignorais encore être la victime. J'avais 32 ans, une carrière de conseillère financière bien établie à Lyon, et je rentrais, comme chaque année, avec un espoir stupide et tenace au fond du cœur. L'espoir que, peut-être, cette fois-ci serait différente. En passant dans le couloir, mon regard s'est attardé sur une vieille photo de famille accrochée au mur. Ma sœur Camille et moi, petite, souriante. J'ai souri à mon tour, un sourire triste. J'ai tellement essayé. J'ai travaillé sans relâche, obtenu un diplôme avec mention, bâti une carrière dont n'importe qui serait fier. Tout ça pourquoi? Pour un regard approbateur, un simple mot, maman est fière de toi. Je me suis dit que peut-être, sous le sapin, au milieu des cadeaux, je trouverais enfin cette reconnaissance. Le repas fut une performance, comme toujours. Ma mère, Martine, orchestrait chaque conversation, chaque plat, avec la précision d'un chef d'orchestre. Mon père, Gérard, jouait son rôle de patriarche bienveillant, un rôle qu'il maîtrisait à la perfection. Camille, ma sœur aînée, était l'étoile, bien sûr. Ses projets de collection de mode, ses voyages à Paris, ses relations, tout était prétexte à admiration. Moi, j'étais l'ombre utile, celle qui répondait poliment, qui s'assurait que les verres étaient pleins. Vers la fin de la soirée, ma mère m'a demandé d'aller chercher une bouteille de Sauterne à la cave. « Prends le meilleur, chérie », a-t-elle dit avec un grand sourire. En descendant les marches de pierre froide, une sensation de malaise m'a envahi. La cave était fraîche, silencieuse, elle sentait la terre humide et le temps qui passe. J'ai choisi une bouteille et je remontais lorsque des voix étouffées provenant du bureau de mon père ont attiré mon attention. La porte était entr'ouverte. Je me suis arrêtée, le cœur battant. C'était la voix de ma mère, douce comme du velours, mais tranchante comme l'acier. « Camille, mon amour, ne t'inquiète pas pour le financement de ta nouvelle collection. C'est réglé. » Une pause. Puis, j'ai entendu ma sœur. « Mais comment ? Les banques sont si frileuses en ce moment. » Et c'est là que le couperet est tombé. La voix de ma mère, dénuée de toute émotion, a prononcé la sentence. « Ton père et moi avons tout prévu. Quant à ta sœur, Élise ne vaut pas un sou, elle est finie. Son devoir est de servir ton talent. » Je suis restée figée, la bouteille de vin glacée dans ma main. Le froid du verre semblait se propager dans tout mon corps. J'ai jeté un œil à travers l'entrebâillement. Mon père était assis à son bureau, il a levé son verre vers ma mère, sans un mot. Un geste de confirmation silencieux. Mon monde s'est effondré. Ce n'était pas une dispute, pas une parole en l'air. C'était un fait. Une stratégie d'entreprise. Et j'en étais l'actif sacrifié. Le mot « devoir ». C'est ce mot qui résonnait dans ma tête. Pas amour. Pas soutien. Devoir. À cet instant précis, la petite fille en moi qui cherchait désespérément l'approbation de sa mère est morte. À sa place, une femme que je ne connaissais pas a vu le jour. Une femme froide, méthodique. Une comptable prête à faire les comptes. Et je savais que leur dette envers moi était bien plus grande qu'ils ne pouvaient l'imaginer.
Je me suis éloignée du bureau sur la pointe des pieds, mon souffle court et saccadé. Je me suis réfugiée dans le grand salon, m'asseyant dans un fauteuil en velours qui avait absorbé des décennies de secrets de famille. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs, des ombres qui semblaient se moquer de moi. C'est là, dans cette fausse chaleur, que les souvenirs ont commencé à affluer, des fragments de passé qui, soudain, prenaient un sens nouveau et terrible. J'ai toujours vécu dans l'ombre de Camille. Elle était le soleil, la lumière, la beauté. J'étais la planète discrète, intelligente mais sans éclat, qui tournait autour d'elle. Ma mère avait façonné ce système solaire familial avec une détermination sans faille. Camille était son chef-d'œuvre, son prolongement. Moi, j'étais une anomalie. Je me suis souvenu de mes 15 ans. J'avais passé des mois à préparer le concours régional de mathématiques. J'adorais ça, la logique pure, l'élégance d'une équation bien résolue. Quand j'ai gagné le premier prix, j'étais folle de joie. J'ai couru à la maison, le trophée en plastique doré serré contre ma poitrine, le certificat encadré sous le bras. J'ai trouvé ma mère dans le jardin, en train de lire un magazine de mode. « Maman, regarde. J'ai gagné. » Elle a levé les yeux, un instant seulement. Son regard a glissé sur mon trophée avec une indifférence polie. « C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit. Puis, elle a tapoté la page du magazine. « Regarde plutôt ça. Ta sœur a été choisie pour être le visage de la campagne publicitaire du Festival d'art de la ville. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est quelque chose qui fait honneur à notre nom. » Mon trophée m'a soudain semblé lourd et ridicule. Je suis montée dans ma chambre, et ce soir-là, j'ai compris que mes victoires n'auraient jamais la même valeur que les siennes. Ses succès étaient des feux d'artifice, les miens des bougies qu'on soufflait avant même qu'elles aient pu briller. Puis il y a eu l'affaire des bijoux, quelques années plus tard. Pour un projet universitaire, j'avais passé des semaines à concevoir et à fabriquer à la main une petite collection de bijoux en argent, inspirés des formes géométriques des constellations. C'était mon jardin secret, mon premier pas timide vers la création d'entreprise. J'avais même créé un petit site pour les vendre. Quand je l'ai montré à ma mère, elle a soupiré. « Élise, c'est un peu artisanal. Tu devrais te concentrer sur tes études, la création n'est pas faite pour toi. » 3 mois plus tard, Camille présentait sa collection de fin d'année de son école de design parisienne. Le clou du spectacle était une ligne de bijoux. Des bijoux étrangement similaires aux miens. Ce n'était pas une copie exacte, mais l'inspiration, les lignes, l'esprit, tout était là. Quand j'ai osé le faire remarquer, Camille a ri. « Oh, Élise, tu es si naïve. J'ai simplement pris tes petites ébauches et je les ai transformées en véritables articles. » Ma mère avait ajouté, « Ne sois pas jalouse, ma chérie. Ta sœur a un talent que tu n'as pas. Tu devrais être fière d'elle. » J'ai fermé mon site le lendemain. Ils n'avaient pas seulement volé mes idées, ils avaient piétiné ma confiance en moi. La seule lumière dans cette obscurité était ma grand-mère, Odette. La mère de mon père. Une femme discrète, mais avec des yeux qui voyaient tout. Elle vivait dans une petite maison en ville, qui sentait la lavande et les vieux livres. Pendant que Camille allait faire du shopping avec ma mère, je passais mes samedis après-midi avec Odette. Elle m'apprenait à lire les pages économiques des journaux, elle m'expliquait les intérêts composés, la différence entre une action et une obligation. Ma petite Élise, disait-elle en me tendant une tasse de tisane, la connaissance et l'argent sont des ailes. Ne laisse jamais personne te les couper. L'indépendance financière, c'est la vraie liberté pour une femme. Quand elle est décédée, elle m'a laissé 20 000 € dans son testament. Une somme spécifiquement pour moi. Je me souviens du regard glacial de ma mère à la lecture du testament. Ce soir-là, elle m'avait dit, « Ta grand-mère t'a toujours préféré. Ce n'est pas juste pour ta sœur. » Elle avait transformé ce cadeau d'amour en une nouvelle source de conflit. Assise dans ce fauteuil, le visage baigné par la lueur des flammes, j'ai compris. Ma mère n'avait pas simplement favorisé Camille. Elle avait activement saboté mes tentatives d'exister par moi-même. Chaque petite victoire, chaque étincelle d'indépendance était une menace pour l'ordre qu'elle avait établi. Ma grand-mère m'avait donné des ailes, et ma mère, depuis des années,
s'efforçait de les attacher avec les fils invisibles de la culpabilité et du complexe d'infériorité. Ce soir, j'ai décidé que j'allais utiliser la connaissance qu'Odette m'avait transmise pour enfin couper ces fils. Définitivement. Mais pour cela, je devais d'abord savoir à quel point la toile d'araignée financière qu'ils avaient tissée autour de moi était étendue. La maison s'est finalement endormie. Le silence était lourd, seulement troublé par le tic-tac d'une vieille horloge dans le couloir. Mais pour moi, le sommeil était un pays lointain et inaccessible. Mon esprit était en ébullition, un mélange toxique de chagrin et de fureur. J'ai attendu que les lumières s'éteignent les unes après les autres. Puis, je suis monté dans ma chambre d'amis, j'ai fermé la porte à clé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur bleutée de l'écran éclairait mon visage dans l'obscurité. C'était l'heure de la vérité. L'heure des comptes. J'ai commencé par le plus simple, mes relevés bancaires. Je suis une personne méticuleuse. C'est mon métier, après tout. Chaque dépense, chaque investissement, chaque transaction est classée, archivée. J'ai ouvert un tableur et j'ai commencé à remonter le temps, année après année. Et là, ligne après ligne, la première partie du puzzle est apparue, implacable. Virement permanent, famille. 800 €. Tous les 5 du mois. Depuis 8 ans. 8 ans. Cela a commencé juste après que j'ai décroché mon premier vrai poste à Lyon. Mon père m'avait appelé. Sa voix était grave, soucieuse. L'entreprise viticole traversait une période difficile, disait-il. La concurrence était rude, les récoltes incertaines. Il ne me demandait rien, bien sûr, mais il laissait entendre que toute aide serait la bienvenue pour maintenir le standing de la famille. J'avais mordu à l'hameçon. Plus que ça, j'étais presque reconnaissante. C'était ma chance de prouver ma valeur, de montrer que moi aussi, la fille des chiffres sans âme, je pouvais contribuer au patrimoine familial. Le premier virement était parti, rempli de fierté. Et puis le suivant. Et ainsi de suite. 800 €. Parfois, c'était difficile. Je me souviens d'un mois où, après avoir payé mon loyer, mes factures et envoyé l'argent à la maison, j'ai dû manger des pâtes au beurre pendant une semaine. J'avais envoyé un email timide à ma mère. « Maman, ce mois-ci est un peu compliqué, est-ce que je peux vous envoyer 600 € et compléter le mois prochain ?» Sa réponse était arrivée, rapide et glaciale. « Élise, il faut que tu apprennes à gérer ton budget. Ta sœur a un gala de charité très important, elle a besoin d'une nouvelle robe. Nous comptons sur toi. » J'avais eu honte. J'avais contracté un petit découvert et envoyé les 200 € manquants. Sur mon écran, les chiffres s'additionnaient, froids et accusateurs. 800 € multipliés par 12 mois, multipliés par 8 ans. Le total s'est affiché, 76 800 €. Une somme énorme. L'équivalent d'un apport conséquent pour un appartement. L'équivalent de mes rêves mis de côté pour financer leur train de vie. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent. Ils avaient pris mes sacrifices, mes semaines de pâte au beurre, mes vacances annulées, et ils les avaient transformées en robes de soirée pour Camille et en grand cru pour leur dîner mondain. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous ressenti ? Que auriez-vous fait en découvrant une telle trahison financière, qui durait depuis près d'une décennie ? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, partager son indignation aide à se sentir moins seul. Ma colère était si intense qu'elle en devenait calme. J'ai continué à creuser. Cet argent, officiellement, était pour l'entreprise. J'ai donc cherché des informations sur la santé financière du domaine viticole. Quelques recherches en ligne sur des sites spécialisés dans les entreprises m'ont suffi. Les bilans des dernières années étaient publics. Et ils étaient excellents. Le domaine n'était pas en difficulté. Au contraire, il était florissant, réalisant des bénéfices records grâce à de nouveaux contrats d'exportation vers l'Asie. Le mensonge était total. Absolu. Cet argent n'avait jamais servi à sauver l'entreprise. Il avait servi à financer leur luxe, à payer les écoles prestigieuses de Camille, ses appartements parisiens, ses caprices. J'étais leur plan d'épargne secret, leur source de revenus non déclarés et inépuisable. Je pensais avoir touché le fond de l'horreur. J'avais tort. L'instinct m'a poussé à aller plus loin. J'ai ouvert ma messagerie électronique,
celle que j'utilise depuis l'université. Dans la barre de recherche, j'ai tapé un mot, un simple mot qui allait faire basculer cette histoire de drame familial à affaire criminelle. J'ai tapé « contrat ». Et parmi les centaines de résultats, un email de mon père, datant de 3 ans, a attiré mon attention. L'objet était anodin, papier pour le domaine. Mais la pièce jointe avait un nom qui a fait se glacer mon sang. Le nom du fichier PDF était « garantie-emprunt-pro-camille.pdf ». Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Camille ? Emprunt professionnel ? Pourquoi mon père m'aurait-il envoyé ça ? J'ai cliqué sur le fichier, les mains tremblantes. Le document s'est affiché, officiel, avec le logo d'une grande banque. C'était une demande de prêt professionnel. Un prêt de 150 000 €. J'ai lu les détails, mon cerveau analysant les informations avec une précision chirurgicale malgré le chaos de mes émotions. Le prêt était destiné à la création et au lancement de la marque de haute couture, Camille Dubois. Il couvrait la location d'un showroom de luxe dans le quartier du Marais à Paris, le financement de la première collection et un budget marketing conséquent. Un projet pharaonique dont j'avais vaguement entendu parler, et qui, je le savais, avait été un échec cuisant, abandonné au bout de 6 mois. Mais ce n'était pas ça le plus choquant. J'ai fait défiler le document jusqu'à la dernière page. La page des signatures. Il y avait la signature de Camille, en tant qu'emprunteuse principale. Il y avait la signature de mon père, en tant que garant. Et puis, il y avait une 3e case. Co-garant solidaire. Et dans cette case, mon nom, Élise Dubois. Et en dessous, ma signature. Ou plutôt, une imitation maladroite de ma signature. Un froid glacial m'a parcouru. C'était un faux. Un faux grossier, probablement réalisé en scannant ma signature sur un autre document et en la collant numériquement. Un souvenir m'est revenu, vif et douloureux. Il y a 3 ans, j'étais de passage à la maison pour le week-end, entre 2 voyages d'affaires. J'étais pressé, je devais repartir pour prendre un train. Mon père m'avait arrêté dans le couloir, un stylo et une liasse de papier à la main. « Élise, juste une seconde, signe-moi ça. Ce sont juste des papiers pour l'assurance du domaine, une simple formalité pour que je puisse gérer les choses en ton nom quand tu n'es pas là. » Il avait l'air pressé, paternel, rassurant. J'avais confiance. J'ai signé sans lire, posant mon paraphe sur 3 ou 4 pages qu'il feuilletait rapidement. L'une de ces signatures, la vraie, avait sans doute été scannée pour être utilisée sur ce faux contrat. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Ils ne s'étaient pas contentés de me mentir et de me voler. Ils avaient usurpé mon identité. Ils avaient engagé ma responsabilité financière sur une somme astronomique, sans mon consentement, pour un projet futile de ma sœur. Si Camille avait fait défaut, ce qui était probablement arrivé, la banque se serait retournée contre moi. Ma carrière, ma réputation, ma stabilité financière, tout aurait pu être anéanti. La rage a fait place à une peur glaciale. Mais l'enquête n'était pas terminée. Il restait une dernière question. Le cadeau de ma grand-mère Odette. Les 20 000 €. Je suis retourné sur mes comptes, j'ai cherché le compte d'épargne où j'avais placé cette somme précieuse. Je l'avais baptisé « Projet Odette » en sa mémoire. Le compte était vide. J'ai retrouvé la transaction. Un virement unique de 20 000 €, effectué il y a 4 ans. Le bénéficiaire, un compte au nom de Camille Dubois. Le libellé du virement, probablement rédigé par ma mère qui avait les accès à mes comptes, pour m'aider à gérer en cas de problème, était une insulte finale, avec tout notre amour pour ton diplôme, maman et papa. Ils avaient volé l'héritage de la seule personne qui avait cru en moi. Ils l'avaient volé, l'avaient emballé dans un joli mensonge et l'avaient offert en cadeau à leur fille préférée. L'argent qui devait être de ma liberté était devenu une paire de chaussures de luxe ou un sac à main de créateur pour Camille. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait avait les yeux cernés, le visage pâle. Mais son regard était dur. Il n'y avait plus de larmes. Il n'y avait plus de chagrin. Il n'y avait plus que du feu et de la glace. Ils m'avaient traité comme un passif dans leur bilan familial, une simple ligne de crédit à exploiter. Très bien. L'heure de l'audit avait sonné.
Et l'experte comptable en moi allait leur présenter une facture qu'ils n'oublieraient jamais. Le spectacle était terminé. Le reste de la nuit, je ne l'ai pas passé à pleurer ou à maudire mon sort. Je l'ai passé à travailler. Mon chagrin s'était transformé en un carburant puissant, une énergie froide et concentrée. Mon salon improvisé est devenu un quartier général de crise. Je n'étais plus Élise la fille, la sœur. J'étais Élise Dubois, conseillère financière, et je montais le dossier le plus important de ma carrière, le mien. J'ai agi avec la même méthode que pour un client. J'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur, Audit Famille Dubois. À l'intérieur, j'ai créé des sous-dossiers. Dossier 1, détournement de fonds mensuels. J'y ai placé le tableur détaillant les 76 800 €, avec en annexe les scans de chaque relevé de compte correspondant. J'ai surligné en rouge l'email où ma mère exigeait la totalité de la somme pour une robe de Camille. Dossier 2, usurpation d'identité et faux en écriture. J'y ai mis le contrat de près de 150 000 €. J'ai fait une capture d'écran de la signature falsifiée et je l'ai mise côte à côte avec ma vraie signature provenant d'un autre document. La différence était subtile, mais évidente pour un œil expert. J'ai ajouté l'email de mon père où il parlait des papiers du domaine. Dossier 3, abus de confiance et vol d'héritage. Ici, j'ai placé la preuve du virement des 20 000 € d'Odette vers le compte de Camille, avec le libellé mensonger. Dossier 4, vol de propriété intellectuelle. C'était la cerise sur le gâteau. J'ai retrouvé dans mes archives les croquis originaux de mes bijoux de constellation. Je les ai scannés. À côté, j'ai placé des photos de la collection de Camille, tirées de son portfolio en ligne. La ressemblance était accablante. Chaque dossier était une bombe à retardement. Ensemble, ils formaient un arsenal. Vers 4 heures du matin, alors que je mettais la dernière touche à ma présentation, le doute s'est insinué en moi. Une petite voix perfide, celle de la petite Élise, murmurait à mon oreille. « Es-tu sûre de vouloir faire ça? C'est ta famille. Tu vas tout détruire. » Je me suis arrêtée, les doigts figés au-dessus du clavier. J'ai ouvert un autre dossier sur mon ordinateur, celui-ci personnel. Photo. J'ai cliqué sur une photo de Camille et moi, adolescente, riant aux éclats pendant des vacances à la mer. Une larme a roulé sur ma joue et a atterri sur le trackpad. Est-ce que ce souvenir, cette complicité, était aussi un mensonge? Y avait-il encore quelque chose à sauver? Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message de Théo, mon fiancé. Je pense à toi. J'espère que ça se passe bien en famille. Je t'aime. Ce simple message a agi comme un électrochoc. En famille. Non, ce n'était pas ça, une famille. Une famille ne vous détruit pas en secret. Poussé par une impulsion, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie, sa voix ensommeillée mais immédiatement alerte. Élise? Tout va bien? Et là, j'ai craqué. Pour la première fois de la nuit, j'ai tout laissé sortir. Les larmes, la colère, la trahison. J'ai parlé à voix basse, presque en chuchotant, pour ne pas être entendu. Je lui ai tout raconté. L'argent, le prêt, la signature, l'héritage de ma grand-mère. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Puis il a dit, d'une voix ferme et pleine d'amour, « Tu n'es pas seul. Je suis là. Fais ce que tu dois faire pour te protéger. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Ces mots ont été le bouclier dont j'avais besoin. Il avait raison. Ce n'était pas un acte de destruction. C'était un acte de préservation. Ma préservation. J'ai essuyé mes larmes. La petite Élise effrayée est retournée dans l'ombre. La femme, la professionnelle, a repris le contrôle. J'ai ouvert l'imprimante portable que j'emporte toujours en voyage d'affaires. Et dans le silence de la nuit, le seul bruit était le doux vrombissement de la machine qui imprimait, page après page, les preuves de leur trahison. 4 copies. Une pour chacun d'entre eux. Et une pour moi. Le soleil commençait à peine à se lever quand j'ai eu fini. 4 dossiers noirs, impeccables et froids, étaient posés sur le lit. Le petit déjeuner du jugement était prêt. Et je savais que le goût du café, ce matin-là,
serait particulièrement amer pour eux. Le matin de Noël s'est levé sur le vignoble, baignant le paysage d'une lumière pâle et hivernale. L'odeur du café fraîchement moulu s'est répandue dans la maison, une odeur de normalité qui contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en moi. Je n'avais pas dormi, mais je ne me sentais pas fatiguée. J'étais habitée par une clarté d'esprit terrifiante. Je suis descendue à la cuisine et j'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. J'ai sorti la belle vaisselle, les confitures maison, les croissants chauds. J'ai dressé la grande table de la salle à manger pour 4 personnes. À chaque place, à côté de l'assiette, j'ai déposé un des dossiers noirs, fermés. Mon cœur battait à un rythme lourd et régulier dans ma poitrine. C'était le calme avant la bataille. Mon père a été le premier à descendre, attiré par l'odeur du café. « Bonjour ma chérie, tu es matinale » a-t-il dit d'une voix joviale. Puis son regard s'est posé sur les dossiers. Son sourire s'est figé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« Bonjour papa. »« Assieds-toi » ai-je répondu, ma voix neutre ne laissant transparaître aucune émotion. « Nous devons avoir une conversation. » Martine est arrivée ensuite, impeccable comme toujours dans son peignoir de soie. Elle a froncé les sourcils en voyant la scène. « Élise, qu'est-ce que cette mise en scène ? Tu nous as préparé un rapport d'activité ?» a-t-elle demandé d'un ton faussement léger. Camille est entrée en dernier, bâillant, les cheveux en désordre. « Pourquoi cette ambiance de conseil d'administration ?» a-t-elle plaisanté en s'asseyant. Ils étaient tous là. Le jury et les accusés. Je suis restée debout, en bout de table. J'ai passé la nuit à faire un peu de comptabilité, ai-je commencé, mon calme les déstabilisant visiblement. Et j'ai fait des découvertes, fascinantes. Ces dossiers contiennent un résumé. Je vous invite à les ouvrir. Un silence tendu s'est installé tandis qu'ils ouvraient les dossiers. J'observais leur visage. Mon père est devenu blême en voyant le tableur des 76 800 €. Camille a ri nerveusement en voyant ses photos à côté de mes croquis. Oh, Élise, tu ne vas pas recommencer avec ça. Mais c'est ma mère qui a réagi la première. Elle a feuilleté les pages avec un dédain étudié, puis a refermé le dossier d'un coup sec. Et alors ? Je ne vois pas où est le problème. Une famille, c'est fait pour s'entraider. Tu as une belle carrière, de l'argent. Il est normal que tu participes. C'est ton devoir. Le mot était lâché. Encore. Devoir. Un devoir, maman ? Le devoir de vous verser un 2e salaire pendant 8 ans sur la base d'un mensonge sur la santé de l'entreprise ? Mon père a levé la main. Élise, tu ne comprends pas les complexités. Oh, je crois que je commence à très bien comprendre, l'ai-je coupé. Parlons des sacrifices, maman. Puisque tu aimes tant ce mot. Parlons de tes sacrifices pour nous élever. Ma voix s'est durcie. Parlons des miens. Des vacances que je n'ai pas prises. Des investissements que j'ai reportés. Des semaines où j'ai mangé des pâtes pour que Camille puisse porter une nouvelle robe. C'est de ça que tu parles ? Ma mère m'a foudroyé du regard. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Quoi ? Qu'avez-vous fait pour moi ? Vous m'avez appris que ma valeur se mesurait à ma capacité à financer les ambitions de ma sœur. C'est ça, votre héritage ? Camille, mal à l'aise, a posé sa tasse. Tu exagères, Élise. Tu as toujours été comme ça, à tout dramatiser. C'était le signal. J'ai pris une profonde inspiration. Dramatiser ? Très bien. Alors parlons de quelque chose de concret. Maman, pourrais-tu m'expliquer ton rôle dans l'investissement de 20 000 € provenant du compte « Projet Odette » ? Un investissement fait à mon insu. Le visage de ma mère est resté de marbre, mais ses mains, posées sur la table, ont légèrement tremblé. C'était un cadeau de la famille. Pour aider ta sœur à démarrer. Un cadeau fait avec l'argent de ma grand-mère. Un cadeau fait avec mon argent. C'est du vol, maman. Ça a un nom. Ne sois pas si mélodramatique, a-t-elle sifflé. C'est de l'argent, ça se remplace. Vraiment ? J'ai souri, un sourire sans joie. Parfait. Alors parlons d'un investissement un peu plus conséquent. Passons à la catégorie suivante, la fraude. Et sur ce mot,
j'ai sorti de mon propre dossier une page que j'avais gardée pour la fin. C'était une copie agrandie de la page des signatures du contrat de prêt. J'ai posé la feuille sur la table, au centre, comme une carte maîtresse dans une partie de poker. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. La copie agrandie de ma signature falsifiée trônait au milieu des tasses en porcelaine et des croissants dorés. 150 000 €, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce. C'est la somme pour laquelle vous m'avez engagé sans mon consentement. Un prêt pour la marque de Camille. Maman, papa, j'aimerais une explication. Le visage de mon père s'est décomposé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, incapable de formuler un son. Il a baissé les yeux vers son assiette, vaincu. Toute sa posture de patriarche s'est effondrée, le laissant nu, pathétique. Ma mère, elle, a tenté une dernière offensive. Elle s'est redressée, le menton haut. Nous l'avons fait pour le bien de Camille. Pour son avenir. C'était un risque calculé. Un père et une mère doivent tout faire pour leurs enfants. Leurs enfants? Ou leur enfant préféré, ai-je rétorqué. Parce que pendant que vous calculiez des risques avec ma vie financière, vous me laissiez entendre que j'étais un fardeau. Vous avez utilisé ma stabilité, celle que j'ai construite seule, à la sueur de mon front, pour en faire le filet de sécurité des rêves de ma sœur. C'est de la lâcheté. Mais c'est la réaction de Camille qui m'a le plus surprise. Jusque-là, elle avait affiché un air entre l'ennui et l'agacement. Mais en voyant le document, en entendant la somme, son visage a changé. La couleur a quitté ses joues. Un prêt? Quel prêt? A-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Elle s'est tournée vers ma mère. Tu m'avais dit que c'était un investissement de papa. J'ai saisi l'occasion. C'était le moment de briser le miroir dans lequel Camille s'était toujours admirée. Un investissement, oui. Un investissement de ma part. Forcé. Pour que tu puisses jouer à la grande créatrice dans ton showroom parisien. Pour que tu puisses vivre la grande vie pendant que moi, ta petite sœur inutile, j'étais potentiellement en route vers la ruine financière sans même le savoir. Camille m'a regardé, puis a regardé ma mère. La confusion sur son visage s'est transformée en une horreur naissante. Pour la première fois de sa vie, je crois, elle a vu la vérité crue derrière le décor que mes parents avaient construit pour elle. Elle n'était pas une prodige qui réussissait par son seul talent. Elle était une poupée de luxe, entretenue par des mensonges et des sacrifices qui n'étaient pas les siens. Mais je n'avais pas fini. Il restait une dernière lame à enfoncer. Et pendant qu'on parle de talent, ai-je continué en me tournant vers Camille, parlons de tes fameux bijoux. J'ai fait glisser les copies de mes croquis et de ses photos devant elle. Tu te souviens de ça? Quand tu m'as dit que tu avais transformé mes ébauches en art? C'est fascinant comme concept. C'est un peu comme maman qui a transformé ma signature en garantie bancaire. Ou comme papa qui a transformé mon héritage en cadeau. Apparemment, dans cette famille, on aime beaucoup utiliser les choses qui ne nous appartiennent pas pour les améliorer, point. Ce fut le coup de grâce. Le double impact, liant sa malhonnêteté intellectuelle à la fraude de nos parents, était trop violent. Le visage de Camille s'est contracté. La fierté, l'arrogance, tout a disparu. Il ne restait qu'une jeune femme perdue. Elle s'est levée d'un coup, faisant trembler la table. Elle n'a pas crié sur moi. Elle a crié sur ma mère. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était brisée, un mélange de rage et de désillusion. Toute ma vie, c'est un mensonge? Le visage parfaitement maîtrisé de ma mère s'est finalement fissuré. Voir son idole, sa création, se retourner contre elle était la seule chose qui pouvait l'atteindre. Elle a essayé de dire quelque chose, de la calmer, mais les mots ne venaient pas. Je suis restée là, à observer la scène. La chute de la maison du bois. Ce n'était pas une victoire joyeuse. C'était un spectacle triste et sordide. J'ai réalisé que je n'avais plus rien à faire ici. Mon travail était terminé. Ma partie du spectacle était jouée. J'ai lentement repoussé ma chaise et je me suis levée. Leurs regards se sont tournés vers moi, mais je ne les voyais déjà plus. J'étais ailleurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP.
vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai tourné le dos à la scène de chaos dans la salle à manger et j'ai monté les escaliers, chaque marche résonnant dans le silence soudain de la maison. Derrière moi, j'entendais le début d'une dispute étouffée entre ma mère et Camille, mais les mots étaient indistincts, comme un bruit de fond lointain qui ne me concernait plus. En entrant dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Le « clic » du loquet a été le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des années. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les vignes, immobiles et nues sous le ciel d'hiver. Et là, seule, à l'abri des regards, l'adrénaline qui m'avait porté toute la nuit et toute la matinée est retombée d'un coup. Mes jambes ont fléchi et je me suis laissé glisser le long du mur jusqu'au sol. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai respiré, profondément. Je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. Je me sentais vide. Épuisée. Comme une athlète après la course de sa vie. J'avais gagné, mais à quel prix? J'avais exposé leurs mensonges, mais en le faisant, j'avais pulvérisé les derniers vestiges de ce que j'appelais ma famille. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Agnès. Mon amie, ma confidente, ma future avocate. J'ai décroché, la gorge serrée. Alors, a-t-elle demandé, sans préambule. C'est fait, ai-je réussi à articuler. J'ai essayé de lui raconter, mais ma voix s'est brisée. J'ai commencé à sangloter, des sanglots secs et douloureux qui venaient du plus profond de mon être. Je l'ai fait, Agnès, mais pourquoi je me sens si vide? J'ai gagné, mais j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Agnès a laissé passer un instant, me laissant évacuer la tension. Puis, elle a dit, avec la douceur et la fermeté qui la caractérisent, « Élise, écoute-moi. Tu n'as pas perdu une famille aujourd'hui. Tu t'es échappée d'une prison. Une prison dorée, peut-être, mais une prison quand même. Ce que tu ressens, ce n'est pas le vide de la perte, c'est le vertige de la liberté. Ça fait peur au début. Mais je te le promets, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Tu viens de te sauver la vie. » Ces mots étaient un baume sur mes plaies. Elle avait raison. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Un commencement brutal, certes, mais un commencement quand même. Cette prise de conscience a rallumé la flamme en moi. J'ai essuyé mes larmes. L'heure n'était plus à l'apitoiement. L'heure était à l'action. Je me suis relevée, plus déterminée que jamais. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai exécuté le plan que nous avions préparé avec Agnès. Premièrement, les finances. J'ai annulé le virement permanent de 800 €. J'ai changé tous mes mots de passe, révoquant les accès que ma mère avait. J'ai envoyé un email formel à ma banque, les informant d'une suspicion d'activité frauduleuse et leur demandant de bloquer toute transaction initiée par un tiers sur mes comptes. Deuxièmement, le crédit. Je me suis connecté au site des agences de crédit et j'ai placé une alerte à la fraude sur mon dossier, rendant toute nouvelle demande de prêt en mon nom quasi impossible sans une vérification poussée. Troisièmement, le juridique. J'ai envoyé à Agnès un email contenant la version numérique de tout le dossier, avec le feu vert pour qu'elle envoie une mise en demeure officielle à mes parents et à la banque concernant le prêt frauduleux. Chaque clic était un pas de plus vers ma liberté. Chaque email envoyé était une chaîne que je brisais. Enfin, j'ai ouvert le site de la SNCF et j'ai réservé un billet de TGV. Bordeaux-Lyon. Départ à 14 h. Dans moins de 3 heures. J'ai fait ma valise en un temps record, jetant mes affaires dedans sans ménagement. En sortant de la chambre, valise à la main, je me suis sentie plus légère que jamais. Je suis descendue. Ils étaient toujours dans la salle à manger, silencieux maintenant, comme des statues dans un musée de cire de la désolation. Mon père fixait le vide. Camille pleurait en silence. Ma mère me regardait, son visage un masque de haine froide. Je n'ai rien dit. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Tu ne peux pas partir comme ça, a sifflé ma mère. Je me suis retournée, une main sur la poignée. Regarde-moi bien, ai-je répondu. J'ai ouvert la porte, j'ai franchi le seuil et je suis partie sans un regard en arrière, laissant derrière moi le poids de 32 ans de mensonges. Le soleil d'hiver était pâle, mais pour moi, il brillait plus fort que jamais. J'étais libre,
mais je savais que les fantômes du passé ne me laisseraient pas partir si facilement. Le retour à Lyon fut un soulagement. Mon petit appartement, avec sa vue sur les toits de la ville, m'a semblé être le havre de paix le plus luxueux du monde. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités juridiques et administratives. La mise en demeure envoyée par Agnès a eu l'effet d'une bombe. La banque, face aux preuves accablantes de négligence et potentiellement de complicité de la part de leur directeur d'agence locale, un vieil ami de mon père, a rapidement cherché un accord à l'amiable. Après d'intenses négociations, ils ont accepté de désolidariser complètement mon nom du prêt, le laissant entièrement à la charge de mes parents et de Camille. C'était une immense victoire. Mes parents, eux, ont réagi de manière prévisible. Ma mère m'a envoyé une série de longs emails, un mélange de chantage affectif, de souvenirs d'enfance manipulés et de reproches voilés, se terminant toujours par le fait que j'étais une fille ingrate qui détruisait sa famille. Je n'ai répondu à aucun. Mon père m'a envoyé une seule lettre, manuscrite. C'était une tentative d'excuse maladroite, pleine de justifications sur la pression et le désir de bien faire pour Camille. Je l'ai lue, j'ai ressenti une pointe de pitié, puis je l'ai jetée. La pitié ne suffisait pas à effacer des années de complicité silencieuse. La vraie surprise est venue de Camille. Environ 3 mois après Noël, elle m'a appelé. J'ai hésité avant de décrocher. Sa voix était différente, moins assurée, presque fragile. « Élise ? C'est Camille. Est-ce qu'on peut se voir ? » Par pure curiosité, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café anonyme à Lyon. L'apparition qui s'est assise en face de moi m'a stupéfaite. Plus de vêtements de marque, plus de maquillage sophistiqué. Elle portait un simple jean et un pull, et elle avait l'air épuisée. Elle n'a pas tourné autour du pot. « Je suis partie de la maison », a-t-elle annoncé. La situation était invivable. Maman me reproche tout, papa ne dit rien. J'ai trouvé un petit studio à Bordeaux et un travail de vendeuse dans une boutique. Elle a remué son café, évitant mon regard. Je voulais te dire que je suis désolée. Vraiment. J'ai été stupide, égoïste. J'ai vécu dans une bulle que maman avait créée pour moi, et je ne voulais pas voir la vérité. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais je voulais que tu le saches. Puis, elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'y ai vu une sincère détresse. Le pire, a-t-elle continué, c'est que je ne sais rien faire. Je ne sais pas gérer un budget, je ne sais pas comment on ouvre un compte épargne. Je suis une enfant de 34 ans. Elle a sorti un petit carnet et un stylo. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais, est-ce que tu pourrais me montrer ? Comment on fait un budget ? C'était le moment le plus surréaliste de ma vie. Ma sœur, l'artiste, l'icône, me demandait une leçon de finances personnelles. Une partie de moi voulait rire et lui dire de se débrouiller. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait de la petite fille avec qui j'avais joué dans le jardin du domaine, a ressenti une vague de compassion. Je n'ai pas fait de budget pour elle. Mais je lui ai donné le titre d'un livre, un guide simple sur les finances pour débutants. Commence par ça, lui ai-je dit. Lis-le. Fais le travail toi-même. C'est la seule façon d'apprendre. Tu peux le faire. En la quittant, je n'ai pas ressenti de la haine, ni même de la colère. Juste une infinie tristesse pour la vie qu'on lui avait volée à elle aussi, en la maintenant dans une ignorance dorée. Cette rencontre a planté une graine en moi. J'ai repensé à ma grand-mère Odette, à ses leçons. J'ai réalisé que la meilleure façon de lui rendre hommage, et de donner un sens à ma propre épreuve, n'était pas de ruminer le passé, mais de construire l'avenir. Quelques semaines plus tard, j'ai utilisé une partie de mes économies pour créer une petite association, le Fonds Odette. Son but, organiser des ateliers gratuits pour les femmes, pour leur apprendre les bases de l'indépendance financière. Budget, épargne, investissement, négociation de salaire, tout ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Le succès a été immédiat. J'ai découvert une passion pour la transmission, pour le fait de donner aux autres les outils que ma grand-mère m'avait donnés. J'avais reconstruit ma vie. J'avais un travail que j'aimais, un fiancé merveilleux, un nouveau projet qui me passionnait. J'avais trouvé la paix. Mais alors que je pensais avoir tourné la page, une lettre est arrivée. Une lettre recommandée,
envoyée par un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. C'était une communication au nom de ma mère. Et elle contenait une dernière proposition, une dernière tentative de manipulation, aussi absurde qu'insultante. J'ai ouvert la lettre avec un mauvais pressentiment. C'était une proposition d'accord formel. Ma mère, par l'intermédiaire de son avocat, me proposait une somme d'argent, une somme conséquente, je dois l'admettre, en échange d'un accord de confidentialité. Elle voulait que je signe un document m'engageant à ne jamais divulguer les différends familiaux à quiconque, en particulier à ses partenaires commerciaux ou aux membres de la bonne société de Bordeaux. En d'autres termes, elle essayait d'acheter mon silence pour sauver sa réputation. J'ai ri. Un rire franc, libérateur. Après tout ce qui s'était passé, elle pensait encore que tout pouvait se régler avec de l'argent. Elle n'avait toujours rien compris. Ma réponse, dictée à Agnès au téléphone, fut simple et définitive: la valeur de mon intégrité n'est pas à vendre. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux. 1 an plus tard, Théo et moi nous sommes mariés. Nous n'avons pas voulu d'une grande cérémonie. Nous avons organisé une fête simple et joyeuse dans un restaurant sur une péniche, sur les quais de Saône à Lyon. Nos invités étaient nos amis les plus proches, ceux qui nous avaient soutenus, ceux qui nous aimaient pour ce que nous étions, pas pour notre nom de famille. C'était une journée parfaite, remplie de rires authentiques et d'amour sincère. Camille était là. Elle était venue seule, en train. Elle était plus sereine. Elle m'a raconté qu'elle avait quitté son travail de vendeuse et avait commencé une formation pour devenir artisan bijoutier, revenant à ses premières amours, mais cette fois, avec ses propres idées et ses propres mains. Pour notre mariage, elle nous a offert un cadeau. C'était un magnifique bracelet en argent, qu'elle avait forgé elle-même. Le design était unique, délicat, et entièrement le sien. En me le tendant, elle m'a dit: « Ceci est la première pièce dont je suis vraiment fière. » C'était la plus belle des excuses, le plus beau des symboles de sa renaissance. Nous ne serions peut-être plus jamais les sœurs inséparables de nos photos d'enfance, mais nous avions trouvé une nouvelle forme de respect mutuel, basée sur la vérité. Plus tard, elle m'a appris qu'elle allait se marier à son tour. Je n'ai pas assisté à la cérémonie, la distance géographique et émotionnelle était encore trop grande. Mais je lui ai envoyé un cadeau, accompagné d'une simple carte: « Je te souhaite tout le bonheur que tu construiras toi-même. » Mes parents n'ont pas été invités à mon mariage, et ils n'ont jamais cherché à me recontacter. J'apprends parfois de leurs nouvelles par Camille. Ils vivent reclus dans leur domaine, vieillissant au milieu de leur luxe et de leur solitude, prisonniers de l'image qu'ils ont toujours voulu préserver. Aujourd'hui, dans mon bureau à Lyon, au-dessus de mon ordinateur, j'ai accroché un petit cadre. À l'intérieur, il n'y a pas une photo, mais une vieille clé en laiton. La clé de la boîte à bijoux de ma grand-mère Odette. C'est la seule chose que j'ai demandé à récupérer de la maison. Elle n'ouvre plus aucune porte physique, mais elle est devenue mon compas moral. Elle me rappelle que le plus grand héritage qu'elle m'ait laissé n'était pas l'argent, mais la connaissance, la résilience et la certitude que ma valeur ne dépendait de l'approbation de personne. Le fonds Odette continue de grandir. Voir le visage de ces femmes s'illuminer lorsqu'elles comprennent enfin qu'elles peuvent prendre le contrôle de leur avenir financier est la plus grande des récompenses. C'est ma façon de transformer la douleur en pouvoir, pour moi et pour les autres. Mon histoire a eu une fin heureuse, mais le chemin pour y parvenir a été douloureux et solitaire. Parfois, l'acte d'amour le plus courageux envers soi-même est de s'éloigner de ceux qui sont censés nous aimer le plus. La famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de respect, de sécurité et d'investissement mutuel. C'est l'endroit où votre valeur est célébrée, pas calculée. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible ou sous-évalué au sein de votre propre famille ? Avez-vous dû prendre des décisions difficiles pour préserver votre bien-être mental et financier ? Partagez votre histoire ou simplement vos impressions dans les commentaires. Vos expériences sont précieuses et peuvent être une source de réconfort et de force pour d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté.